OK, excellent. Donc, si vous avez... ah oui, pardon, j'avais dit, je vais juste vous redire les thèmes, à moins que vous êtes bon et on peut commencer, c'est comme vous voulez. Ouais, moi ça va. Mhm. Allons-y. Excellent. Bon, donc, bonjour tout le monde. Nous sommes en présence des organisateurs pour la Journée mondiale pour la fin de la pêche. Trois merveilleuses personnes avec nous. Nous avons Sophie, Mathaï et Léa qui vont, avec qui aujourd'hui on va discuter, bon, la fin de la pêche, des poissons et de plusieurs questions connexes qui s'y rattachent. Donc, la Journée mondiale pour la fin de la pêche a comme but de mettre fin à l'exploitation, et je cite, sous toutes ses formes, des, des animaux aquatiques. En 2018, ils ont mobilisé la société, ma foi, mondiale pour, dans le but de mettre en place, ils ont réussi à mettre en place environ 60 événements partout à travers le monde liés à cette journée internationale. Donc, bonjour à vous trois. Bonjour. Allô, allô. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit plus tôt, on va parler des poissons. C'est quand même pas un sujet qu'on aborde à tous les jours, mis à part quand les gens sont autour d'une table pour manger le poisson, mais c'est dans un autre contexte aujourd'hui, je pense on va parler du poisson. Et donc, je suis très intéressée à voir qu'est-ce que vous allez nous amener. Et donc, ma première question pour vous, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi cette journée? Tu sais, pourquoi une journée pour la fin de la pêche? Alors, qui Euh, répond? Léa, tu te lances? Oui, allez. Alors, pourquoi une journée pour la fin de la pêche? C'est nous, on pense que vraiment il faut mettre fin à la pêche parce que ça fait un nombre de victimes chaque année énorme. Ça fait des milliers de milliards de victimes. Dans le monde, on compte environ 1 090 à 3 070 000 milliards d'animaux aquatiques tués chaque année. Donc c'est vraiment absolument énorme. Hem, Ça constitue environ 98 du nombre d'animaux qui sont élevés ou capturés puis tués pour la consommation. Donc en comparaison, par exemple, en 2018, on a eu environ 840 milliards de poissons qui ont été tués, 560 milliards de crustacés et 73 milliards de poulets et 1,5 milliard de cochons. Donc vraiment les animaux aquatiques, il y a une part énorme dans les animaux tués pour la consommation humaine. Voilà, déjà. Hem Et aussi, on considère que c'est vraiment pas nécessaire. On n'a pas besoin de consommer des animaux aquatiques pour être en bonne santé. D'ailleurs, on n'a besoin de consommer aucun animal non humain pour être en bonne santé. Donc, c'est vraiment pas une nécessité de le faire. Et voilà, la pêche et les élevages d'ailleurs, parce que cette année, on s'est beaucoup intéressé aux élevages aquacoles. Ça engendre énormément de souffrance. Donc, en plus de mettre un terme à leur vie de manière prématurée, les conditions d'élevage et de capture sont vraiment atroces. Par exemple, sur les bateaux de pêche, la capture, c'est un moment très stressant et douloureux pour les animaux. Dans la pêche au chalut, les poissons, ils nagent, ils essaient de fuir jusqu'à l'épuisement. Une fois dans les filets, ils sont écrasés pendant des heures sous le poids des autres poissons qui s'amassent. Il y a aussi beaucoup de débris, de cailloux, et cetera, qui sont pris avec. Donc ils sont blessés. Souvent, ils ne peuvent plus respirer à cause du poids. Donc c'est vraiment des souffrances énormes. Pareil, au niveau de la remontée après, depuis les profondeurs, il y a une décompression
Donc, il peut y avoir leur vessie narratoire qui explose, les yeux qui sortent de l'orbite, l'estomac, l'œsophage, il peut sortir par la bouche. Donc voilà, c'est vraiment des souffrances énormes. Et ensuite, au niveau de l'abattage, les plus petits poissons, ils sont déversés sur la glace, sur les bateaux. Ils y agonisent pendant, selon les espèces, entre 25 minutes et 4 heures. Donc c'est vraiment énorme. Et ils s'asphyxient et souvent, ils sont écrasés par les couches qui sont ajoutées au-dessus. Et les plus grands poissons, ils sont éviscérés vivants. Et voilà, et dans les élevages aquacoles, pareil, c'est des animaux entassés les uns sur les autres, qui n'ont pas de place pour vivre. Vraiment, c'est des conditions atroces avec des animaux, par exemple les saumons. Ils sont entassés à peu près 50 000 individus par cage de 20 000 mètres cubes. Donc, pour se rendre compte, ça fait environ 2 à 3 individus par mètre cube. Et donc, c'est vraiment énorme dans ces conditions. Il y a environ 15% des animaux qui meurent avant d'être tués normalement quand ils sont enlevés, quoi. Et certains saumons même, ils se laissent volontairement mourir. On peut aller jusqu'à 25% par cage. Donc on voit vraiment que c'est des conditions atroces, que ça engendre aussi beaucoup de stress, d'agressivité. Il y a beaucoup de blessures. Il y a des infestations de parasites comme des poux de mer qui dévorent les poissons à vif. Voilà. Donc c'est vraiment un taux de souffrance absolument énorme. Et dans leur mise à mort, pareil, c'est par asphyxie ou éviscérés vivants. Parfois on les étourdit au préalable, mais pareil, les pratiques sont vraiment sont vraiment pleines de souffrance. La pratique la plus courante, c'est l'électrocution, mais ça laisse souvent 10% des poissons conscients parce que le voltage utilisé, il n'est pas mis trop haut pour que ça altère pas la chair des poissons. Il y a aussi la saturation de l'eau au CO2 et en fait ça au CO2 et ça immobilise les poissons, mais c'est un stress énorme. C'est une agonie pendant 7 à 10 minutes. Et d'ailleurs, c'est considéré comme une des pires méthodes par l'EFSA, European Food Safety Authority. Donc voilà, c'est vraiment une souffrance énorme. C'est pas nécessaire, donc on considère vraiment que ça devrait plus exister, quoi. Et pour Excellent. ajouter... Ah, pardon, Alissa. Est-ce que je peux Non, parler? allez-y. Ok, super. Oui, bien sûr. Du coup, pour ajouter à ça, pourquoi on souhaite faire une journée mondiale pour la fin de la pêche et pour la fin des élevages aquacoles, c'est aussi pour sensibiliser les militants, militantes et les personnes qui sont activistes à la cause des animaux aquatiques qui sont souvent oubliés, comme ils sont différents de nous physiquement. On a plus de mal à s'y attacher que des mammifères. Et du coup, on a tendance à les oublier, alors que, comme le présentait Léa, les chiffres de leur exploitation sont énormes. Et vraiment, c'est des milliards de victimes un peu oubliées par tout le monde et par les personnes activistes. Donc voilà, c'est aussi pour inciter les organisations mondiales à s'intéresser aux animaux aquatiques. Et d'ailleurs, on observe que les mots qu'on utilise, des fois, ils sont un petit peu, ils restreignent un peu. Par exemple, on va parler de poissons, ce qui fait qu'on va oublier tous les crustacés, les céphalopodes, les poulpes, etc. Et du coup, on va avoir tendance à s'intéresser aux poissons et aux animaux marins, en se disant les animaux qui sont dans les mers, ceux qui sont pêchés. Sauf qu'il y a aussi beaucoup, la moitié des animaux aquatiques qu'on tue et qu'on exploite, ce sont des animaux qui viennent d'élevage. Et moi-même, avant de travailler pour la GMFP, la Journée mondiale pour la fin de la pêche, je n'étais pas au courant qu'il y avait autant d'animaux aquatiques qui étaient élevés dans des élevages intensifs et pas forcément dans la mer. Des fois, il y a des élevages enfin des fois même assez souvent, et ça va être de plus en plus courant.
il va y avoir de plus en plus d'élevage dans des sortes d'usines, en fait, des hangars avec des citernes, avec des poissons à l'intérieur. Voilà, qui évidemment ne sont pas dans des conditions qui correspondent à leurs besoins. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on fait une journée mondiale pour la fin de la pêche. Wow! Tout ce que vous dites, c'est très, très fort en termes, là, je vais juste résumer ici, on a parlé de souffrance, mais avec des descriptions assez précises et impactantes de vraiment de l'agonie d'une part, donc de l'intensité de la souffrance, mais aussi de la longueur en termes de temps avec lesquels ces animaux aquatiques sont exposés. Et comme, comme tu l'as mentionné, il y a aussi cet aspect que c'est un angle mort, il me semble. Hein? Les poissons ou la faune aquatique, on pense aux élevages industriels et ça, on commence à être un peu sensibilisé par rapport à ces enjeux-là terrestres. Mais on n'imagine pas quand on pense élevage industriel jamais à des poissons ou à des crustacés et là, ça m'amène à une autre question. On entend souvent que, bon, mis à part, effectivement, vous avez dit, les poissons sont tellement différents, ils sont peut-être qu'on s'attache moins à eux, donc d'une part, on a moins de connexion émotionnelle, ce qui nous permet de continuer avec leur exploitation. Mais qu'est-ce que vous diriez à, à notre public ici qui est peut-être pas végétarien ni vegan, qui est pas là, qui comprend cette notion de souffrance, mais qui doute un peu de cette notion de dire, ah, est-ce que vraiment, comment on sait, comment on peut savoir que les poissons souffrent ou qu'on parlait des céphalopodes, c'est-à-dire les homards, est-ce que c'est la même chose? Donc, parlons souffrance. Est-ce que, qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une, voilà. Je peux commencer peut-être. Oui. Il y a eu un certain nombre d'expériences qui ont été réalisées sur différentes espèces. Après, il faut voir que quand on parle des animaux aquatiques, en fait, on parle d'une diversité qui est assez incroyable. Les mammifères terrestres, c'est de l'ordre de, il y a une diversité de l'ordre de 5500 espèces, je crois. Quand on parle des poissons, on parle de plus de 30 000 espèces. Les crustacés, plus de 50 000. Donc on est vraiment face à une telle diversité que c'est difficile d'avoir une compréhension précise de chacune des espèces qui existent. Ce qu'on sait, notamment au sujet des espèces qu'on exploite le plus, celles notamment qu'on met dans les élevages aquacoles, c'est que oui, il y a bien des preuves du fait que ce sont des animaux qui sont capables d'éprouver de la souffrance. Il y a eu des expériences sur des truites dans des aquariums, sur des poissons zèbres, sur des poissons rouges, où on se rendait compte que, par exemple, quand il y avait une zone de l'aquarium où il y avait un champ électrique qui était désagréable à traverser, mais où c'est là qu'il y avait la nourriture, le poisson allait se rendre vraiment le plus tard possible dans cette zone pour aller chercher la nourriture que lorsqu'il a très faim. Ce qui prouve qu'il fait donc un compromis entre la souffrance que va lui infliger le passage dans le champ électrique et le fait de résoudre son problème de faim. Inversement, on a aussi des exemples de tentatives d'éviter la souffrance de façon active en s'auto-administrant un analgésique. On met à disposition une substance qui permet de calmer la douleur et on regarde le comportement des poissons et on se rend compte qu'ils vont être capables de quitter une zone intéressante pour aller dans une zone pas très intéressante de l'aquarium, mais où il y a l'analgésique. Donc tout ça, c'est des preuves de leur recherche active d'éviter la souffrance, qui sont des preuves complémentaires très intéressantes au constat qu'on a déjà fait depuis un moment qu'il y a les nocicepteurs sur leur corps, c'est-à-dire les parties du corps qui permettent de ressentir la douleur, de transmettre la douleur à leur système nerveux. Très intéressant. C'est, je pense que c'est un signe assez probant d'une aversion ou d'un être vivant qui essaie d'éviter, comme tu l'as dit, un sentiment désagréable, voire extrêmement désagréable. Et sur cette question, comment est-ce qu'on expliquerait dans ce cas-là, sachant que aujourd'hui,
il y a de plus en plus d'études qui semblent nous diriger dans cette direction que même les poissons, qu'on pourrait peut-être penser qu'ils ne puissent pas ressentir la douleur, ressentent la douleur à différents niveaux, dépendamment des espèces évidemment et dépendamment des catégorisations, si on parle de poissons ou si on parle de homards ou de différents types d'êtres aquatiques. Comment vous expliqueriez que c'est possible dans ce cas-là qu'on le doute ou que la société ne soit pas intéressée à cette question? Je pense qu'il y a une partie de comment ils sont représentés, comment ces animaux aquatiques sont représentés dans la société. C'est-à-dire que déjà, ils ne sont pas représentés. Il n'y a pas de... On a très peu de connaissances. Enfin, on a beaucoup de connaissances éthologiques sur les animaux aquatiques et sur leur capacité à souffrir. Donc ça, il y a plus de discussion scientifique. Il y a encore des personnes, certains scientifiques qui ont un peu du mal à vraiment tirer des conclusions des connaissances scientifiques, mais là, ils font. Voilà, c'est assez. Comment dire c'est pas toujours compréhensible parce que bon, bah, quand on a un certain nombre d'indicateurs comme quoi les animaux aquatiques souffrent et sont capables de souffrir, continuer de considérer que c'est pas certain que ce soit le cas, c'est un peu remettre en question les preuves scientifiques qui pourtant vont toutes dans la même direction. Donc, c'est peut-être une vision spéciste des connaissances scientifiques. Enfin bref, je m'égare là, mais je pense qu'il y a un défaut de représentation des poissons. Des animaux aquatiques, pardon. Vous voyez, même moi, même moi, j'utilise poisson des fois et je me loupe. Et on ne nous apprend pas les connaissances qu'on a sur les poissons. Pourtant, il y a de plus en plus de vidéos, de livres, de BD sur, sur les animaux aquatiques qui montrent plein d'expériences qui ont été faites, qui ont été observées en éthologie. Et tout ce qu'on voit, c'est les animaux aquatiques morts, consommables. Et c'est pas les animaux aquatiques dans leur milieu de vie et en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Donc, voilà, déjà ça. Et puis même, comme je disais, au niveau du langage aussi, là, Bataille parlait de plus de 30 000 espèces de poissons qu'on continue d'appeler juste les poissons. Et alors que dans les mammifères, on va dire, ça, c'est espèce des chevaux, ça, c'est les bovins, ça, c'est etc. Alors que les poissons, communément, on a encore juste poissons. Et on ne connaît pas les autres les grandes familles de sous-espèces de poissons, c'est des choses qu'on voilà, on n'est pas au courant de tout ça. C'est pas diffusé au grand public, on va dire. Est-ce que Léa ou Mathaï, vous auriez des compléments à ce que j'ai dit? Oui, ouais. Moi, j'aimerais juste rajouter pourquoi en fait on en doute encore malgré les preuves scientifiques, etc. Moi, je dirais aussi que en fait, les animaux aquatiques, on n'est pas habitué à les côtoyer, on n'est pas habitué à voir comment ils se comportent et en fait, ils n'ont pas la même réaction à la douleur, par exemple, que des humains, par exemple, qui crieraient, ou en tout cas qu'on entendrait crier. On ne les entend pas crier, on a du mal à voir les émotions, on ne voit pas les émotions sur leur visage comme ceux des humains, etc. Donc c'est quelque chose, on a du mal à se représenter leur intériorité, en fait, parce que c'est assez différent de nous dans la manière de l'exprimer et dans comment on pourrait, nous, le percevoir, en fait. Je pense aussi que c'est ça qui joue. Super. Donc, on a... Oui, tout à fait. Allez-y. Il me semble aussi que si on n'entend pas tellement parler des résultats des différentes études en éthologie, donc l'étude du comportement des animaux sur les animaux aquatiques, c'est aussi parce qu'il y a tout un travail de vulgarisation à faire pour rendre accessibles ces connaissances au grand public.
Et il ne va pas se faire tout seul. Il faut des organisations qui soient dédiées à faire ce travail de vulgarisation. Et qui aurait intérêt à le faire, en fait? Aujourd'hui, c'est pas évident. C'est même plutôt désagréable, en fait, d'amener sous les yeux des gens le fait que les animaux qu'ils consomment, mais en fait, sont intelligents et auraient intérêt à continuer leur vie et à pas être consommés. Ça suscite de la dissonance cognitive, c'est désagréable. Donc, il faut avoir envie, quoi, pour se lancer dans cette démarche-là. Et puis, j'ajoute que il y a déjà, bien sûr, hein, des organisations qui travaillent, des ONG qui travaillent sur la question des animaux aquatiques, qui parlent de l'enjeu des océans. Souvent, on dit les océans. Mais il y a clairement un discours qui est quand même très centré sur les aspects, la dimension écologique, et qui s'intéresse pas tellement au ressenti des individus. C'est-à-dire que on va dire, voilà, il y a des espèces qui vont disparaître. Et donc, parce que les espèces vont disparaître, c'est un problème. Ou on va dire, les océans se vident. Et du coup, ça va être un problème pour les pêcheurs. Et donc, dans l'intérêt des pêcheurs, il faudrait éviter que les océans se vident. Mais tous ces arguments-là, finalement, ne s'intéressent pas du tout au vécu des animaux qui sont pêchés ou élevés, et à qu'est-ce que ça leur fait à eux individuellement d'avoir un hameçon dans la bouche, etc. Et donc, effectivement, jusqu'ici, on n'a pas tellement mobilisé d'études en éthologie dans ces organisations-là parce qu'il n'y en avait simplement pas besoin pour développer un argumentaire strictement écologiste ou centré sur le fait d'assurer le renouvellement des stocks, comme on dit, d'assurer qu'il y ait toujours des poissons à tuer, quoi. Donc, dans la même veine aussi, on parle de ressources halieutiques. C'est encore du vocabulaire qui désindividualise, qui regarde ces animaux-là qu'en tant que groupe et qu'en tant que ressources même pour les humains. Comme si par nature, ils étaient destinés à être récupérés par les humains. C'est de la ressource, elle attend que d'être cueillie en quelque sorte. Donc c'était aussi pour apporter un autre discours qu'on s'est créé, parce qu'on est arrivé assez récemment. C'est une organisation, la Journée mondiale pour la fin de la pêche, qui date de 2017. Ça faisait bien longtemps qu'il y avait déjà un bon nombre d'organisations qui existaient, qui travaillaient sur la question du vécu enfin, non, pas justement sur le vécu, mais sur la question de ce qui se passe dans les océans. Voilà. Tout à fait. C'est ce que vous dites. Donc là, on a parlé ici du langage, donc de l'impact de notre langage dans le fait de se sentir plus distant de certaines espèces, notamment en guillemets les poissons, mais là, je me réfère ici à tous les êtres, justement, tous les êtres aquatiques. Le fait qu'on est limité dans notre langage, justement, ce qu'on connaît, c'est juste les poissons, presque, des poissons, des dauphins, mais toute la gamme d'êtres, même moi, il me manque de langage pour parler de toute la diversité des espèces aquatiques. Donc, on a une connaissance beaucoup plus élevée et c'est plus normal, c'est normalisé qu'on connaisse les animaux comme les cochons, les vaches, les poules. Mais on va pas pouvoir distinguer un type de céphalopode avec un autre type, par exemple. Et on a aussi mentionné dans notre discussion la façon dont on nomme ces êtres vivants. Donc, on avait parlé de ressources. Pouvez-vous répéter, Mathieu? Vous avez dit ressources Oui, les et il y avait un ressources autre mot par la suite. halieutiques. Les ressources halieutiques. Les ressources halieutiques. Donc, déjà, on parle Ou bien les en termes stocks de aussi. ressources et des stocks, hein, comme en anglais, livestock aussi, pour faire une analogie tous aux animaux de ferme, c'est pas des animaux, c'est du stock, qui est vivant. Et parallèlement, je pourrais peut-être ajouter, du côté du Québec, j'ai fait une petite recherche toute rapide. J'ai juste écrit Journée mondiale pour la fin de la pêche. Et qu'est-ce qui est arrivé sur mon Google ici, du côté du Québec? Deux organisations, la Fondation Faune du Québec et l'organisation Québec Tourisme et Loisirs. Et dans la première organisation, Faune du Québec, qui est une organisation qui est là pour faire valoir la protection, là je le dis parce que la protection des animaux, de la faune et de la flore, et ils ont mis dans leur première page une des activités qui va aider, en fait, qui est, ils encouragent, c'est pour les enfants, pêche en herbe. Donc, les enfants vont se faire donner gratuitement une canne à pêche, un certificat valide de pêche jusqu'à 18 ans,
avec les rudiments de comment pêcher et évidemment et avec les notions de comment ça aide et ça respecte l'environnement. Et donc, tout ça ensemble, on comprend un peu que comment le narratif et la notion que c'est pas seulement, c'est juste du poisson, mais en plus, ça l'aide. C'est favorable pour en plus, il y a comme cette ironie, c'est favorable, tandis que dans l'autre, je trouvais ça intéressant, dans l'autre site qui était tourisme et loisirs, on parlait de la pêche sportive qui a été décrite, je cite, comme la pêche est une activité relaxante, excitante et accessible à tous. Donc, c'est vraiment une activité en famille. En parlant de tout ça, on ne voit pas évidemment le poisson, on voit l'activité, le fait de pêcher, que c'est normal et c'est positif. C'est pas juste normal, c'est valorisé. Et donc, et par la suite, je finis sur, ils ont parlé des poissons en faisant référence à eux, ça va aider à renouveler les ressources naturelles renouvelables. Et là, on parle les poissons sont des ressources naturelles renouvelables. Et je ferme les guillemets. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à tout ça ici. Ça me fait remarquer qu'il y a un deux poids, deux mesures entre le regard que beaucoup de gens vont porter sur la chasse et sur la pêche. C'est-à-dire que autant la chasse avec les accidents que ça peut causer sur les humains, c'est-à-dire voilà, on tue des humains par accident à l'occasion de parties de chasse. On a des vidéos qui peuvent sortir de certaines parties de chasse qui sont assez violentes et qui peuvent dégoûter pas mal. Autant la pêche, on voit pas tellement les pêcheurs comme étant des gens armés. On voit pas la canne à pêche comme une arme. Et alors que clairement, dans les deux cas, il s'agit de piéger, de tuer des animaux et de leur infliger de la souffrance. Mais c'est tout un travail sur nos représentations, sur le langage. De même, en espagnol, ils ont deux mots pour distinguer le poisson vivant du poisson mort, pez, pescado. Quand on parle d'anchois, quand on parle de sardines, par exemple, spontanément, la représentation qui vient, en général, ce sont des ingrédients, quoi. Les sardines, c'est l'objet qu'on trouve dans la boîte de sardines. L'anchois, c'est l'ingrédient qu'on met sur la pizza. C'est vrai qu'on oublie même carrément que ça a été un individu vivant. Maintenant, puisqu'on on parle beaucoup de la souffrance, j'aimerais juste parler avec vous de la notion de sentience. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est la sentience? Oui, j'y vais. Du coup, la sentience, c'est la capacité à avoir une expérience subjective de la vie, d'éprouver des choses subjectivement. Les êtres sentients ressentent des émotions, ils ont des intérêts à vivre, à avoir du plaisir et à éviter la souffrance. Donc la sentience, c'est ça. Il y a plusieurs marqueurs qui permettent d'établir si un individu est sentient ou non. Bon, c'est assez complexe et il y en a beaucoup, donc je ne vais pas les détailler, je vais juste en expliquer quelques-uns. Au niveau neurologique, par exemple, on a la complexité du système nerveux. Il faut qu'il y ait plus de 100 000 neurones. On a aussi la présence de zones dédiées pour stocker des souvenirs. Donc voilà, et au niveau comportemental, on a que l'individu peut manifester de la déception ou de la frustration s'il n'obtient pas une récompense qu'il attendait, que l'individu apprenne à s'administrer un médicament en cas de souffrance, ce qui suppose qu'ils comprennent un peu les liens cause à effet, ou qui peut être éloigné dans le temps, et aussi d'avoir la volonté de moins souffrir. On a aussi que la douleur, ça ait un effet durable sur le comportement de l'individu, et que des analgésiques atténuent ou suppriment le comportement. Donc voilà, ça c'est comment on détermine la sentience et ce que c'est la sentience. Et pour le coup, du coup, il y a la majorité des animaux aquatiques qui répondent à ces critères et qu'on peut du coup considérer comme sentients. Donc les crustacés, les poissons, les cétacés, les céphalopodes, voilà, ils remplissent complètement ces critères. Donc,
la sentience, c'est aussi un mot peut-être qu'on peut apprendre à connaître ou juste à se familiariser avec ce mot parce la sentience est en fait, si je comprends bien, vraiment dans le centre de l'expérience subjective d'un être qui est capable de ressentir des émotions et qui est capable de souffrir et donc qui mérite notre attention et qui mérite qu'on qu'on fasse attention à leur souffrance et à leur existence, si j'ai bien compris. C'est ça, ouais. Maintenant, on a des exemples de la manifestation de cette subjectivité, on pourrait peut-être en donner. Oui. Oui. Léa ou Sophie, si vous avez... Oui. Par exemple, au niveau de l'intelligence, par exemple, les saumons, par exemple, se souviennent d'un itinéraire de plusieurs milliers de kilomètres alors qu'ils l'ont parcouru une seule fois. Ils se font en fait des cartes mentales avec des odeurs, des champs magnétiques, la fluctuation de la lumière, donc vraiment des détails que même nous, on est incapable de comprendre et de prendre en compte. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre bien la sentience. On a aussi l'anecdote d'un poulpe. Les poulpes, c'est des animaux très intelligents. Le poulpe, il y avait un poulpe dans l'aquarium national de Nouvelle-Zélande, il me semble, et il a réussi à s'échapper de l'aquarium en observant le comportement des gardiens. Et ensuite, il a rejoint la mer en s'orientant tout seul, en fait. Donc voilà. Et oui, j'en ai d'autres au niveau de la perception de la douleur. On a pu remarquer dans des études que, par exemple, une carpe qui est blessée par un hameçon peut s'en souvenir encore 1 an plus tard et va éviter vraiment, par exemple, l'endroit où elle a été blessée ou ce genre de choses, et va éviter de reproduire, de réavoir cette douleur, en fait. Donc ça, on peut l'observer chez beaucoup d'animaux aquatiques. Pareil, il y a des études réalisées sur les crustacés qui montrent qu'il y a une réponse au simili nocif qui va bien au-delà du simple réflexe d'évitement et qui fuit activement vraiment la douleur. Ouais. Voilà. C'est ça. Et on a aussi des exemples de crustacés qui essayent de s'échapper quand on veut les ébouillanter, les tuer en les ébouillantant. Et il y a des recherches sur le sujet et sur le fait qu'ils ressentent la douleur et que la mort en étant ébouillantés, c'est une des pires morts possibles. Ils agonisent pendant plusieurs minutes également. Donc, voilà, si on s'imaginait, nous, mourir ébouillantés, vivants, je pense on se dirait, il vaut mieux éviter. Et voilà, donc ces crustacés essayent aussi de l'éviter. Malheureusement, bon, ils sont à la merci des animaux humains. Voilà, il y a pas mal d'exemples de la souffrance et de la sentience des animaux aquatiques. Après aussi, les critères en termes d'intelligence ne sont pas forcément nécessaires pour déduire qu'un animal est capable de souffrir et donc juste sa capacité à souffrir, même s'il n'est pas extraordinairement futé. Et voilà. Rien que le fait qu'il puisse souffrir et qu'on sache qu'il est capable de souffrir et qu'il est capable d'avoir envie de vivre pour sa vie, quoi, qu'il va éviter de mourir dans son milieu habituel, etc. Il mérite qu'on le tue pas, qu'on l'exploite pas, même si c'est pas un animal super intelligent. Et en plus, avec notre vision très centrée sur l'humain de l'intelligence, parce que c'est pas juste être intelligent, c'est pas juste savoir faire des maths ou des choses comme ça. Voilà, comme on parlait Léa, les poissons qui arrivent à se repérer avec la luminosité la lumière, etc. Enfin, le magnétisme, etc. C'est impressionnant. Nous, on n'est pas du tout capable de ça et on se pense beaucoup plus intelligent que les autres animaux, alors qu'il y a plein de compétences qu'on n'a pas et que eux ont. Donc voilà.
J'aimerais Tout souligner à aussi fait. qu'il y a différents degrés de développement d'une espèce à l'autre. Entre la moule, si vous voulez, ou même les bivalves en général, donc les moules, les huîtres, qui sont très probablement pas sentients, parce que simplement elles répondent à aucun des critères connus de la sentience aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, les pieuvres, qui sont des animaux complexes, qui sont capables d'élaborer des stratégies fines, comme on disait, voilà, jusqu'au point d'être capable de s'échapper en observant les comportements d'autres individus. Donc certaines personnes disent même qu'il y a des degrés de sentience. Mais bon, a priori, quand même, le critère important, c'est le fait d'être capable d'éprouver un minimum de sensations et notamment la douleur. Merci. Donc, je pense que la science est du côté, en fait, du support, de la sensibilité à tous les niveaux des poissons et des crustacés. On en apprend à chaque jour et effectivement, on peut parfois le voir, hein, même moi, j'ai un souvenir assez fort dans ma tête quand j'étais plus jeune à un événement quelque part. Ils avaient la journée homard et je me souviens, c'était encore vif, c'était arrivé juste une fois dans ma vie, mais pour moi, c'était fort. J'étais encore enfant et je me souviens, le homard qui se tortillait, là, qui essayait de monter. On n'arrêtait pas de le pousser, dans l'eau bouillante. Et juste en tant qu'être, sans avoir ces connaissances, c'est très difficile parfois d'être... et lorsqu'on comprend qu'il y a quelque chose derrière, parce que c'est facile peut-être de dire, bon, c'est un réflexe, et dans ce cas-là, on se sent moins mal. Bon, tout simplement un réflexe, c'est comme une plante. Mais je pense qu'on est assez à ce point, on est capable, il y a une distinction assez grande entre les plantes et les animaux. À ce point-ci, il y a pas il y a une différence assez forte ici au niveau de, comme on a parlé tantôt, de la sentience. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'ai peut-être une question ou deux, ou peut-être j'aimerais bien vous présenter avec certaines, pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à certaines critiques communes qu'on entend. Et peut-être de savoir comment on peut qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Donc, d'abord, on parle, je regardais sur les blogs, hein, on dit souvent, bon, la pêche, OK, c'est facile de critiquer la pêche avec, là, surtout dans cette vision un peu centrée sur certains animaux qu'on aime plus. On dit les dauphins, évidemment, ils sont énormément attrapés dans la pêche industrielle. Et les dauphins, du moins de la côté en général, on ne doute pas de leur sentience, c'est-à-dire de leur capacité à ressentir, leur intelligence. Donc, on est assez affecté lorsque cela se passe. Par contre, on dit, ben, la pêche, oui, la pêche industrielle qui ravage le fond des océans, c'est dramatique. On s'entend, ça détruit les océans. D'ici 2048, probablement, il n'y aura plus de poissons. Ça tue tout. C'est comme un bulldozer. Mais la pêche durable, c'est différent. Et c'est ça que j'ai entendu beaucoup. La pêche durable, c'est la bonne façon. Il y a des bonnes façons de pêcher et des mauvaises façons. Donc, ça, c'est le premier point que j'entends. Je vais juste dire les deux derniers points et après, j'aimerais avoir vos réactions là-dessus. J'ai aussi lu, ben, la pêche est là pour nourrir, comment on peut se nourrir pour nourrir les populations. L'autre point, outre le fait de se nourrir, c'est la notion que les gens vivent de la pêche et donc ce serait cruel envers les humains de leur enlever tout ça, dans leur capacité de vivre. Souvent, ça affecte les populations plus pauvres. Et voilà, on va rester là. Ça, c'est des critiques que j'entends souvent. J'aimerais savoir comment on peut y répondre. Est-ce qu'il y a quelque chose à répondre ici? Je peux me lancer si ça vous va. À répondre, nous, par rapport à la journée mondiale pour la fin de la pêche et pour la fin des élevages aquacoles, la pêche durable, c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse, en fait. On s'intéresse à la pêche de manière générale et aux élevages aquacoles de manière générale, qu'ils soient durables ou non. Pour nous, moralement,
c'est pas, il faut arrêter d'exploiter des animaux aquatiques qui sont sentients. Pour nous, le fait de continuer de vouloir exploiter à tout prix en essayant de faire quelque chose de plus durable, qui fait moins de souffrance, etc., ça reste de l'exploitation, ça reste tuer des animaux sentients qui voulaient vivre pour leur vie, voulaient vivre pour profiter, comme nous, en tant qu'humains, on a envie de vivre pour profiter. Les poissons et les crustacés, les céphalopodes, c'est pareil. Euh, donc, du coup, pour nous, c'est une manière, en fait, d'essayer de se sentir plus à l'aise avec le fait d'exploiter des animaux sentients et le fait de les tuer. Et c'est toujours une vision spéciste, donc c'est-à-dire qui correspond à notre idéologie mondiale spéciste, du spécisme, qui est le fait de discriminer les animaux en fonction de leur espèce et sur des critères arbitraires, en mettant l'animal humain comme étant supérieur aux autres animaux et en pensant qu'il y a tout un tas de pensées spécistes qui en découlent de cette différenciation entre l'animal humain et les animaux non humains. On va décider qu'il y a certains animaux qui méritent d'être chouchoutés, d'être aimés. Ça va être nos animaux domestiques, les chats, les chiens, les lapins, voilà, certains lapins, parce qu'il y a certains lapins qu'on exploite et qu'on mange. Et puis d'autres animaux, on va se dire, c'est des animaux de la ferme, ils sont là pour nous nourrir. Ça rejoint ton point 2, il me semble, sur le fait on a besoin de tuer, on a besoin d'exploiter les animaux non humains pour se nourrir. C'est faux, c'est une impression qu'on a parce que justement, on grandit dans un environnement spéciste. On a toujours cru que c'était légitime d'exploiter et de tuer les autres animaux, que c'était comme ça qu'on faisait, que de toute manière, on a toujours fait comme ça, donc pourquoi arrêter? Et alors que nous, avec la GMFP, on essaye de justement remettre en question ça, dire que voir que socialement, on est dans une structure de société spéciste. C'est une idéologie, c'est une manière de voir les choses qui discrimine et fait souffrir des milliards d'individus sentients par an dans tout le monde entier, et alors qu'on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Maintenant, on peut être végétarien, végétalien. Enfin, nous, du coup, on va dire on peut être végétalien, vegan. Et puis, le seul nutriment dont on a absolument besoin et qu'on ne peut pas retrouver dans les végétaux en mangeant des végétaux, c'est la vitamine B12. Donc, depuis qu'on connaît la vitamine B12 et qu'il y a des compléments vitamine B12 attractifs en termes de prix, utiles, on n'est pas obligé de continuer d'exploiter les animaux non humains. On peut voilà, avoir cette vitamine dont on a besoin. Voilà, on prend un complément. Et d'ailleurs, sur le sujet, il y a une très bonne conférence de Florence Delry sur YouTube, qui est d'ailleurs Option Vegan Canada, il me semble, avait... je suis pas sûre là. Bon, voilà, avait interviewé des personnes sur le mythe de l'alimentation naturelle, parce que souvent on dit voilà, vitamine B12, c'est pas naturel, autant manger Moi, les animaux, tout ça. je vais devoir t'arrêter, malheureusement. Ouais, ok, Il ça reste marche. juste, il reste juste peut-être 2 minutes. Donc, pour les 2 dernières minutes, j'aimerais juste laisser euh, la place libre pour si vous avez des derniers mots à dire, un message à dire avant qu'on close cette entrevue. Il nous reste 2 minutes, donc peut-être rapidement, je vous Ok. laisse l'espace. J'aurais bien répondu peut-être sur la question du devenir des pêcheurs. C'est vrai que c'est quand même une question Ah importante, oui, parce que vas-y. si ça vous va. Ouais. Bah, Parce que ça et le fait de comment prendre action, comment faire des actions pour la GMFP, etc. Les actions possibles, ça pourrait être bien. Ouais, il nous reste ouais. 2 minutes. Désolée Bon, de vous j'essaie presser. de faire en 1 minute simplement. Vraiment, on comprend que la revendication de fin de la pêche, elle choque les gens qui vivent de la pêche, les gens dont c'est le loisir.
Et ce que je voudrais souligner, c'est que les pêcheurs ne sont pas nos ennemis. C'est-à-dire qu'on ne leur en veut pas individuellement pour faire ce qu'ils font. Je veux dire, chacun a son parcours de vie, chacune. Et voilà. Nous, ce qu'on regarde, c'est les conséquences que ça a pour les animaux. Et c'est parce que ça a des conséquences désastreuses pour eux. C'est parce que la pêche porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, l'intérêt à ne pas souffrir, qui est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie quand même, c'est d'éprouver du plaisir et de ne pas souffrir. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental qu'on attaque avec la pêche, avec l'élevage aquacole, etc. C'est quelque chose de grave qu'on inflige à ces animaux. Et pour apporter quoi en échange du côté des humains? Pour préserver un intérêt qui est moins fondamental, qui est l'intérêt à se divertir pour la pêche de loisirs, alors qu'il y a d'autres divertissements qui sont possibles, et pour gagner sa vie. Alors, certes, c'est important de gagner sa vie, mais il y a d'autres façons de gagner sa vie qu'avec la pêche. Alors, effectivement, il y a quelque chose comme 120 millions de personnes, d'après la FAO, qui dépendent de la pêche pour assurer leurs revenus. En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est proposer au niveau politique de l'aide à la reconversion. Parce qu'il faut voir que la pêche actuellement, elle est très fortement subventionnée. Et il faut voir aussi qu'aujourd'hui, les petits pêcheurs, leur production, production entre guillemets, elle est déjà compromise. Parce qu'en fait, il y a déjà les plus gros bateaux euh, qui raflent les poissons qu'il y a à pêcher, entre guillemets. Et donc, c'est déjà difficile pour eux. Ils sont déjà dans le besoin de trouver des alternatives. Voilà. Et sur qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir la journée mondiale, je vous laisse conclure. Et moi, je dirais déjà merci aux personnes qui ont regardé ce live et qui vont regarder cette vidéo. Ça, c'est déjà une action qu'on peut faire pour soutenir les animaux aquatiques et la journée mondiale pour la fin de la pêche. Et puis ensuite, eh bien, on a un site internet, il y a des ressources dessus. Je pense que en tant que personne végane, végétarienne, végétalienne, en tant qu'activiste, c'est très important de se former. Et il y a beaucoup de vulgarisation maintenant sur les connaissances éthologiques sur les poissons. Donc, nous, on a toute une partie sur notre site internet avec des ressources, des vidéos, des articles sur le sujet, des conférences, etc. Et puis après, en tant qu'organisation, en tant que personne, on peut rejoindre les associations, les organisations militantes qu'il y a autour de nous. Moi, par exemple, ça fait 5 ans que je suis végane et c'est que maintenant que j'ose militer. Et puis, finalement, je suis très contente de le faire et ça donne beaucoup de satisfaction. Et donc, on peut rejoindre des autres militants, militantes et puis créer des actions pour sensibiliser le grand public, mais aussi pour modifier les structures sociales. Donc là, par exemple, il y a des actions en France qui visent à envoyer des courriers aux élus politiques, à nos représentants politiques, pour que ce soit la personne qui dirige notre ville, notre région, je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais voilà, notre région, et puis ensuite les parlementaires, etc., pour les inciter à s'intéresser à la cause animale, aux animaux aquatiques, et puis créer des lois, créer des interdictions de certaines pratiques comme la pêche au vif. En ce moment, en France, il y a une grande campagne contre la pêche au vif. Voilà, il y a des actions possibles aussi à un niveau vraiment sociétal, structurel de la société et politique. Et la GMFP, ça en fait partie. C'est quelque chose c'est une journée mondiale qui a pour but aussi de faire changer les idées qu'on a sociales sur les animaux aquatiques et voilà, d'aller vers une société moins spéciste et qui engendre moins de souffrance pour toutes ces personnes, ces individus. Excellent. Ben, merci beaucoup à vous trois d'avoir été ici aujourd'hui. Et ce que je comprends pour terminer, c'est que, en fait, on devrait être engagé, on devrait comprendre que la souffrance, peu importe qui la vit, c'est quelque chose qui devrait être allégé. Hein, on devrait voir la faire disparaître. Donc, militer pour la faire disparaître, c'est pour le bien-être et le bien-être collectif, en fait, pour le fleurissement collectif à tous les niveaux. Et
qu'il faut faire ça avec compassion et que ça ne veut pas dire que les pêcheurs on ne devrait pas prendre en compte leur bien-être compte aussi, et on devrait même augmenter leur standard de vie et faire un changement de société qui va dans le sens de la transition, une transition plus sensible au bien-être des animaux et des humains, et les aider à transitionner vers d'autres types d'emplois qui pourraient être, par exemple, basés sur les protéines animales ou d'autres types d'activités qui seraient plus en harmonie. Les protéines végétales, du coup. T'as dit protéines animales. Oui, ouais, les protéines végétales. Excusez-moi, tout à fait. Ça fait toute la différence, oui, tout à fait. Protéines végétales. Mais merci beaucoup à vous trois et je vous souhaite une bonne fin de journée. Il y a de la neige partout, mais voilà, je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup pour vos interventions. Encore une fois, j'invite tout le monde à aller sur le site web Journée mondiale pour la fin de la pêche et pour nous informer sur celle-ci. Donc, au revoir. Au revoir, Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir.